Merci, c'est un sacré nom, dis donc. Du coup, oui, je suis Charlotte Gaydreau. Ça fait un peu plus de 12 ans que je travaille dans le jeu vidéo et je serai votre host aujourd'hui, bien que c'est une présentation qu'on a fait ensemble avec mon associé. Et avant de commencer, je vous propose de faire juste un petit moment de contexte, puisque tout ce qu'on va vous raconter, c'est comment est-ce qu'on a réussi à lever 300 000 € sur Kickstarter. Et il est intéressant, je pense, de revenir un peu aux origines du studio. Sonilab a été cofondé par Hugo Sahuquet et moi-même en 2023. Nous sommes basés à Paris. Nous sommes une équipe de 12 aujourd'hui. On a été réunis autour de l'ambition de raconter des jeux colorés de façon un peu plus colorée, de ramener un peu d'espoir, si on veut, dans notre industrie qui est aujourd'hui quand même assez anxiogène, on ne va pas se mentir. Et on travaille sur notre premier jeu qui pourrait se résumer comme ça, Kiki Delivery Services, ou Kiki la petite sorcière en français, qui rencontre Persona 5 dans un Paris moderne. Vous avez peut-être déjà vu cette illustration. C'est le tout premier key art qu'on a fait du jeu, avant même d'avoir les financements, quand on commençait à travailler sur l'IP, donc la propriété intellectuelle, pardon, l'univers, pour essayer de vendre le jeu et ce qu'on avait envie de raconter. En une petite phrase, qu'est-ce que c'est que ce jeu The Witch Bakery? C'est un jeu cosy d'aventure, un RPG, où on joue Lune, qui vient de quitter la belle province d'Angoulême, puisqu'elle est de la région, pour venir s'installer à Paris. Lune, elle a un pouvoir un peu particulier. Elle a la possibilité, grâce à sa magie, de soigner les émotions des gens qui réfrènent leurs émotions dites négatives par la société. Et grâce à sa boulangerie, grâce à sa magie, elle va essayer de libérer les personnes qui sont empreintes de ces émotions. On ne part pas du principe qu'il y a des mauvaises émotions, on est vraiment plus sur la volonté que notre audience comprenne que chaque émotion a sa place dans notre spectre émotionnel et qu'elle a son importance pour pouvoir être heureux et heureuse. Donc voilà, ça c'est notre premier jeu et c'est le jeu qui fait du coup la base et le support vraiment de cette présentation puisque on est là aujourd'hui pour parler des 300 000 € qui ont été levés sur Kickstarter. Pour vous donner le contexte vraiment purement data, le 3 septembre 2024, on a lancé notre campagne Kickstarter. On avait un objectif initial de 70 000 €. En 48 heures, on a atteint cet objectif et au bout d'1 mois, on a fait 400% du financement en atteignant 300 000 €. Et du coup, toute cette présentation va être dans notre contexte à nous. Donc prenez bien ça avec des pincettes. Tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous partager, c'est ce qui a le mieux fonctionné pour nous. Ce n'est pas, attention disclaimer, comment est-ce qu'on fait une campagne Kickstarter point par point, puisqu'il y a des très bons tutoriaux sur Internet, mais plutôt notre retour d'expérience, qu'est-ce qu'on a trouvé d'intéressant et toutes les problématiques qu'on a rencontrées, qu'on espère en tout cas en partageant ça aujourd'hui avec vous, que vous pourriez éviter. Alors déjà, la première question, pourquoi Kickstarter ? Parce que initialement, Kickstarter était pour nous un très bon levier pour faire monter notre communauté. On voulait se servir de Kickstarter comme un énorme coup de pub, comme une campagne publicitaire à coût réduit pour pouvoir avoir une audience qui continue de croître. Mais force de constater, après 2 ans de recherche pour les financements, qu'on n'avait toujours pas de partenaire, on n'avait toujours pas la possibilité de financer l'entièreté de notre projet. On est dans une époque où lever des fonds, c'est très difficile. C'est un talk à part entière et je serais ravie d'en parler avec toutes les personnes qui veulent monter leur studio par la suite. Mais au bout de 2 ans, on se retrouvait à court de trésorerie avec une équipe à payer et avec un projet dont on a l'ambition de partager au plus grand nombre. Donc on a vu Kickstarter finalement un peu comme une opportunité, une dernière chance de pouvoir raconter l'histoire qu'on avait envie de raconter. On a tout misé sur le fait que cette campagne allait être positive, parce que c'est très important à dire, les campagnes Kickstarter, ça coûte très cher, et le taux de rentabilité n'est pas exactement le même. 300 000 €, c'est pas ce qu'on a touché à la fin. Mais on en reparlera un peu après. Et pourquoi Kickstarter et pas KissBankBank ou d'autres plateformes de financement participatif? Principalement parce que c'est la plateforme qui a une portée internationale le plus important. C'est aussi parce que c'est une plateforme qui a un énorme support pour l'industrie du jeu vidéo. On voit ces dernières années de plus en plus de studios indépendants, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des financements, se retourner vers le financement participatif. Et mine de rien, Kickstarter a mis beaucoup de choses en place pour pouvoir soutenir ces projets. Parce que lors d'un événement où on a été accéléré, c'est un bien grand mot, mais on a des personnes qui nous ont donné des conseils pendant 6 mois pour améliorer notre vie à Sonilab. Parmi ces personnes-là, il y avait une personne de Kickstarter, ce qui m'a permis d'avoir une relation privilégiée avec quelqu'un qui était en interne et d'avoir une assurance d'être aidé dans les moments importants et clés du projet.
Aussi parce qu'on avait trouvé des partenaires dont c'est l'expertise, Crowdfunding Agency et EcoPartner, que je recommande très chaleureusement, puisqu'une grosse partie du succès de ce projet leur revient, bien entendu. Donc c'est avec ce contexte qu'on a décidé de partir sur Kickstarter et qu'on a donc commencé toutes les étapes à faire pour pouvoir avoir un Kickstarter. Il y en a beaucoup. Il y a le pré-lancement, il y a le lancement, il y a la clôture et il y a l'après-lancement, enfin l'après-clôture. C'est toutes des étapes qui sont clés et qui sont importantes pour pouvoir structurer votre projet. On commence avec le pré-lancement, ce qui n'est pas la partie la plus simple, mais pas la plus dure non plus. Le pré-lancement, pour notre part, a pris 5 mois. Alors je dis 5 mois, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque nos réseaux sociaux, comme Twitter par exemple, on l'avait ouvert dès le départ du projet. Donc dès que le studio a vu naissance, ça ne se dit absolument pas, mais vous avez compris. En 2022, on a décidé de communiquer et d'avoir une relation privilégiée avec notre communauté. Donc nos réseaux, en l'occurrence, sont là depuis très très longtemps. Mais à partir du moment où on s'est dit, en mai 2024 à peu près, on veut lancer Kickstarter et ça ne va pas être juste un coup de pub, mais ça va être surtout et avant tout une recherche de financement pour survivre et pour pouvoir annoncer à nos équipes qu'on les garde quelques mois de plus, on a décidé de lancer la page Steam, mais aussi tout un écosystème et de redoubler d'efforts sur la communication. Pourquoi est-ce que lancer Steam et lancer les sociaux sont importants? Parce que tout le succès de votre campagne, surtout quand vous n'avez pas de budget marketing comme on en avait, repose sur cet organique, sur le fait que des personnes vont parler de votre projet et vont devenir ambassadeurs, ambassadrices de votre projet. Donc construire son audience préférablement tôt, ça va avoir une assurance que les gens connaissent votre projet et ne sont pas surpris à l'arrivée du Kickstarter et soient déjà engagés à vos côtés dans cette étape. Avant le lancement du Kickstarter, pour vous donner quelques chiffres, on avait 33 000 abonnés sur les réseaux sociaux et 10 000 wishlists sur Steam. Avoir un Kickstarter qui grossit, c'est aussi du coup comme un vase communicant, c'est l'assurance que vos différents médiums continuent à grossir en parallèle de votre Kickstarter. C'est important puisque c'est un cercle vertueux, finalement, qui, encore une fois, peut venir contraster avec votre manque de budget quand vous êtes un petit studio indé. C'est une promotion que vous allez pouvoir faire et qui va donner de la visibilité à l'ensemble de votre univers. Donc c'est important à mettre en place. Et comme je le disais, c'est quelque chose qui va être vraiment le terreau fertile, finalement, de tout ce que vous allez essayer de faire pousser par la suite. J'ai bien conscience que 33 000 abonnés sur les réseaux, alors c'est beaucoup. C'est pas anodin pour un studio indé. Je pense qu'on a une explication qui est liée à, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, au sexe même qu'on a fait il y a quelques temps. On l'a fait lorsque Cult of the Lamb a lancé un défi fou à Internet en promettant d'ajouter du sexe dans leur jeu, chose qu'ils avaient déjà en vérité, mais dans le prochain DLC, si ils obtenaient un certain nombre de followers. C'est quelque chose que, sur un coup de tête, on a décidé de faire en mettant en avant ce qui nous a fait rire dans cette démarche marketing. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé de 1000 à 30 000 abonnés sur les réseaux, catapultés sur le devant de la scène avec des vraies considérations de « OK, mais du coup, on fait quoi? Est-ce que nous aussi, on ajoute du sexe? Est-ce qu'on peut parler de sexe correctement? Est-ce que finalement, ce n'est pas une belle opportunité pour faire voir aussi un peu de relations véritables entre notamment des personnages du même sexe, puisque notre personnage principal est queer. Donc ça a été une grosse étape et quelque chose auquel on doit très sincèrement, on ne s'y attendait pas forcément. Je vous encourage à regarder la vidéo de Hugo, mon associé, qui s'appelle le Sexy Marketing Stunt, et qui parle de comment est-ce qu'on a eu ce coup de chance, mais surtout comment est-ce qu'on a réussi à entretenir ce coup de chance. Comment est-ce que, en gros, en 48 heures, on est passé à 30 000 abonnés, et comment est-ce qu'aujourd'hui, on a gardé nos abonnés avec un taux d'engagement qui est assez élevé, puisqu'on est entre 7 et 10% comparativement à d'autres plateformes. La préparation du Kickstarter, elle passe par la page de pré-lancement. La page de pré-lancement, c'est quoi? C'est avant de donner l'opportunité aux gens de venir directement donner de l'argent à votre projet. Il faut qu'il et elle sachent de quoi il s'agit. La page de pré-lancement, c'est une page qui est ouverte généralement un mois avant le lancement et qui permet de créer un momentum, qui permet de créer une adhésion autour de ce que vous essayez de raconter. À l'époque, je dis à l'époque, c'est pas si lointain, mais là, Kickstarter est en train de changer pas mal de choses. Il s'agissait uniquement d'une tagline, ce que vous pouvez voir en haut, A Witch Bakery Cozy Adventure RPG in Paris, avec une toute petite description et une bannière.
Ça ne s'agissait que de ça. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place des mini-descriptions. En gros, vous avez une mini-page relativement petite, mais qui peuvent permettre de créer un peu plus d'adhésion autour de votre projet. C'était du coup très important pour nous de créer à travers ces visuels, à travers cette phrase, suffisamment d'amour et de passion pour que les personnes s'abonnent au lancement de votre Kickstarter. Parmi les choses que je peux donner, et ça sera très chaotique la façon dont je donnerai par moment des tips, choisissez bien votre timeline, parce qu'à partir du moment où vous avez fait votre pré-lancement, vous ne pouvez pas garder votre page de pré-lancement pendant 2 ans. Généralement, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça ne peut pas être 4 ans, quoi. Ce qui va forcément avoir une indication sur quand est-ce que vous allez lancer le Kickstarter. Initialement, on voulait lancer notre Kickstarter en août, mais on s'est rendu compte que la moitié des équipes n'étaient pas là en août parce qu'elles avaient pris leurs vacances. Quand bien leur fasse, c'est important. Mais ce qui voulait dire qu'au moment où on allait lancer notre plus gros pari en tant que studio, on allait avoir la moitié des personnes qui n'étaient pas là pour soutenir le projet. Et c'était très important pour nous que le studio soit réuni et focus autour de cette idée. Donc choisissez bien votre timeline. Septembre, c'est pas complètement anodin. On a regardé les mois qui fonctionnaient plus ou moins en fonction des différents projets Kickstarter. Où étaient nos équipes à ce moment-là? Est-ce qu'elles étaient présentes pour pouvoir supporter l'effort de guerre? Parce qu'on va le voir, c'est une guerre. Mais aussi qu'on n'avait pas d'autres projets très importants qui avaient été annoncés et qui potentiellement pourraient venir cannibaliser ce que vous êtes en train de créer. Pour un peu de tips sur comment est-ce qu'on a construit du coup nos visuels et nos textes descriptifs, c'était très important pour nous que cela montre nos USP. USP, c'est Unique Selling Point, c'est ce qui fait normalement que votre IP, votre propriété intellectuelle, est reconnaissable. Nous, on savait qu'on voulait résumer ça en 3 mots, sorcière, Paris et baguette. Les premiers key art, celui qui est en haut, là, que vous voyez avec mes rayures en rouge, c'est un key art qui a été fait il y a très longtemps, qu'on s'est dit éventuellement qu'on pouvait utiliser tel quel, ce qu'on s'est vite rendu compte que là, la magie de notre sorcière, elle était bien identifiable, que malheureusement, le Sacré-Cœur à l'international était beaucoup moins identifiable que la Tour Eiffel. On sait que ça a de l'importance, puisque grâce à nos réseaux sociaux, on avait à peu près notre répartition dans le monde des gens d'où ils ou elles venaient, et on était capable de savoir quel était pour eux et pour elles l'élément le plus identifiable de Paris. Sans surprise, c'est la Tour Eiffel. Donc après ces recherches, on s'est dit, ok, donc il nous faut absolument la Tour Eiffel, il nous faut absolument Lune, notre personnage principal, avec son chapeau. Malheureusement, elle fait une magie qui est absolument pas... elle fait pas des boules de feu, elle fait pas des trucs de ouf. Ce qu'elle fait, c'est... elle va dans le cœur des gens et puis elle voit les émotions et elle les libère. Donc c'était très dur à faire comprendre en une seule image. Donc on s'est dit, on va la mettre sur son balai. Parce que balai, chapeau de sorcière, c'est assez compréhensible pour que les gens puissent coller à l'imagerie de la sorcière. Et comme on le voyait en haut, on n'avait pas la baguette, ce qui a donné du coup l'image du dessous. Alors il y a plein d'itérations, hein. Je n'ai pas mis le dashboard de tout ce qu'on a pu essayer. Ce qu'on voit en dessous, c'est ce qui reflétait pour nous le plus facilement notre univers. On a Lune, notre sorcière, avec sa petite baguette sous main, Orio, qui est son associé. Et elle est en train de manger un croissant. Et dans le fond, on a la Tour Eiffel pour s'assurer qu'on puisse replacer notre sorcière dans le contexte dans lequel elle va évoluer. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de tests. Et je vous encourage, lorsque vous avez vos hooks, vos points d'accroche, que ce soit visuels ou textuels, de les tester envers, bien entendu, votre entourage proche qui, avec la passion que vous avez pour votre jeu, va connaître au fur et à mesure le jeu sur lequel vous travaillez, mais aussi avec des parfaits et parfaites inconnus, pour leur demander, si je te montre cette image, à ton avis, le jeu parle de quoi ? Si ces personnes arrivent à retrouver les mots-clés, vous avez pas mal gagné. Un autre warning important, faites attention à l'UI de Kickstarter, parce que Kickstarter va vous demander d'ajouter sur votre banner un ensemble d'overlays. Là, par exemple, il y a la date de lancement, mais il y a aussi les derniers 48 heures. Il peut y avoir les badges que vous allez devoir chercher, genre les badges projet coup de cœur, projet du moment, projet sorcière, etc., etc. Ça vient s'ajouter sur votre banner. Donc faites attention, créez des templates pour l'ensemble de vos réseaux. Un template, un PSD ou peu importe le type de fichier que vous utilisez, avec des zones dans lesquelles vous ne devez rien afficher parce que vous savez qu'on va venir afficher des choses spécifiques. Et ne sous-estimez pas le temps que ça prend beaucoup de temps. Pour la phase de pré-lancement, comme je vous disais, le mieux c'est de pouvoir la valider au moins 1 mois avant le lancement. Pourquoi 1 mois? Parce qu'il va falloir un petit peu de temps pour que vous puissiez accumuler des followers. On va en parler juste après. Les followers, c'est le nerf de la guerre de Kickstarter avant le lancement du projet.
Ce que vous allez devoir essayer de faire également, c'est de trouver les fameux badges. Là, on a eu le badge Project We Love sur Kickstarter. Qu'est-ce que font ces badges-là? Ça vous permet de monter dans les algorithmes et d'être mis sur les pages en avant, sur les premières pages. C'est exactement la même chose que sur Google. Lorsque vous faites une recherche, vous n'allez pas en page 2. En fait, vous regardez les 3 premiers résultats qui sortent et ça va être pareil pour l'audience. C'est assez dramatique, c'est très chiant, je le conçois, parce que ça veut dire que si votre projet n'est pas bien classé, vous allez perdre un énorme momentum, vraiment une grosse partie de l'adhésion des personnes qui pourraient pourtant aimer votre projet. Juste, il va devenir invisibilisé. Donc c'est à vous de vous battre pour faire en sorte qu'il monte dans les ratios. Pour ça, pour avoir les projets We Love, il y a plusieurs façons. Soit vous gagnez un nombre de followers très important d'un coup, et auquel cas, Kickstarter se réveille. Kickstarter, il veut votre bien, hein. Il prend une part. Hein. Donc, si vous faites beaucoup d'argent, ils font de l'argent. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder les projets qui ont une tendance très positive. Grâce à certains calculs, on peut projeter financièrement combien on peut gagner sur Kickstarter. C'est toujours très approximatif, mais ça peut marcher. Et Kickstarter, donc, on va chercher ces projets-là pour pouvoir les mettre en avant, pour pouvoir faire ce cercle vertueux. Vous pouvez aussi y aller au culot. Moi, en l'occurrence, j'ai écrit au mail au gars que j'avais rencontré en lui disant « Hey, tu te souviens de moi ? Je t'adore, s'il te plaît, mets ce petit projet, ce petit badge, regarde, notre projet est cool et on commence à gagner un peu de traction. » N'hésitez pas à leur écrire. Il y a Kickstarter, ils ont des yeux, mais ils n'ont pas des yeux partout. Donc n'ayez pas peur, c'est toujours un peu décontenançant. Moi, j'aime pas faire ça en plus, ce démarchage. Mais c'est important lorsque vous soutenez un projet et que vous avez une équipe qui vous fait confiance pour soutenir ce projet. Donc nos followers, c'est quoi? Nos followers, c'est ce qui va vous permettre d'estimer plus ou moins le succès de votre campagne Kickstarter. C'est les potentiels backers. Les backers, c'est les personnes qui vont donner de l'argent à Kickstarter. Donc c'est votre audience, c'est les personnes, c'est votre communauté, c'est ceux et celles qui vont venir investir dans votre projet. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir ces followers? Parce que ces followers vont avoir des notifications clés à différents moments du projet. Au lancement du projet, ils vont recevoir ou elles vont recevoir un mail qui vont dire le projet se lance, c'est maintenant qu'il faut donner de l'argent. 48 heures avant, 8 heures avant, et si vous avez ouvert les late pledge, on en parlera un petit peu après, lorsque la page est clôturée. On estime en général que 20% des followers que vous allez avoir avant le lancement du Kickstarter vont convertir. Donc seulement 20% de vos followers vont devenir véritablement des personnes qui investissent dans votre projet. Et grâce à ça, si vous connaissez votre panier moyen, donc à peu près l'argent que les gens vont mettre dans votre projet, vous devriez pouvoir estimer à peu près l'argent que vous allez récupérer au final. Il y a toujours des bumps dans la route, mais ça peut vous aider. Un mois avant le lancement, nous, on avait réussi à atteindre 3000 followers, ce qui était vraiment bien, ce qui nous a montré aussi qu'il y avait un intérêt pour le projet. Ça nous a rassurés, bien entendu, mais ça nous a permis de partir avec un peu plus de sérénité et avec un plan un peu plus défini. Une fois que vous avez cette page de pré-lancement qui est faite, alors là, je n'ai pas mis toutes les ce qu'il fallait rentrer. Je vous ai dit la banner, le visuel, mais en vérité, il y a vos informations financières de la banque, différentes parties administratives que vous devez remplir. C'est assez léger, cependant, c'est assez rapide à faire. Et votre priorité, c'est vraiment de faire approuver cette page pour que vous puissiez travailler sur la page derrière. Encore une fois, il y a des très bons tutoriels et puis Kickstarter, un one step by step de comment refaire un Kickstarter, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais une fois que vous avez fait ça, c'est le moment de construire votre page Kickstarter. Et ça demande du temps, beaucoup de temps. Sans faire de étape par étape, je vais revenir sur 3-4 points qui me paraissent essentiels. La première, c'est l'optimisation de votre page Internet. Si vous faites une super page Internet, mais que lorsque quelqu'un clique sur le lien, ça met 3 minutes à s'ouvrir, l'attention d'un public moyen est quand même très très basse, surtout aujourd'hui avec tous les écrans et toute l'hyper-compétition dans laquelle on vit. C'est très important que votre page Kickstarter s'ouvre facilement et rapidement. Pas seulement sur le site Internet, mais aussi sur l'application mobile. C'est important puisqu'il va y avoir une partie de votre audience qui va passer par cette dite application mobile. Ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment d'aller benchmarker tous les projets que vous pouvez voir, les projets qui ont eu un certain succès. Nous, on avait fait la déconstruction totale de Mika and the Witch Mountain, qui est sorti il y a peu, que je vous recommande d'aller voir, qui avait beaucoup de connivence avec le jeu qu'on fait, puisque ça parle d'une sorcière. Et c'est un jeu cosy qui est très inspiré de Kiki Delivery Services. Donc, autant vous dire que ça a été un beau benchmark à faire. Ce que je vous recommande aussi, c'est de regarder comment ils ont construit leur page et très basiquement, moi c'est ce que j'avais fait en tout cas, de faire un clic droit copier-coller des assets. J'utilise Miro pour tout ce qui est board visuel et ce qui me permet de reconstruire la page de toutes les personnes, de ce qu'elles ont fait et d'essayer d'identifier comment est-ce qu'ils avaient fait leurs différents assets, sous quelle qualité, sous quel format, etc., etc.
parce que les tools d'édition de Kickstarter ne sont pas hyper simples d'utilisation. On pourrait se dire, oui, Kickstarter, c'est quand même une grosse plateforme internationale. Du coup, c'est très rapide et très simple de pouvoir organiser sa page. Pas du tout. Là, si vous voyez des encadrés rouges, c'est pour vous faire voir à quel point j'ai galéré dans les exports des PNG. J'ai dû laisser des espaces si je voulais que les choses soient centrées, parce que Kickstarter ne me permettait pas de centrer moi-même des images. Donc, je devais truquer en faisant en sorte que chacun des assets que j'exportais finalement soit au bon ratio et soit dans la continuité de la page. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas facile, mais on s'en sort et j'espère qu'un jour Kickstarter, on leur a remonté le problème, on n'est pas les seuls, pourra changer leur tool d'édition pour en faire quelque chose de plus facile. Pour les textes, une chose qui semble importante à dire, alors je ne vous dirai pas comment construire vos textes, c'est qu'est-ce que vous avez envie de raconter, qu'est-ce que vous avez envie de partager, comment vous allez présenter votre jeu, mais gardez en tête qu'il faut être transparent, qu'il faut être sincère avec votre audience. C'est des personnes qui vont quand même venir investir dans votre jeu, qui vont se rappeler de tout ce que vous avez dit. Donc ne mettez que ce dont vous êtes sûr que vous allez pouvoir faire. Nous, on adorait pouvoir faire de la PlayStation 5 ou sortir sur d'autres plateformes. C'est pas possible. En tout cas, on ne peut pas le promettre. Donc c'était très important pour nous de ne pas overpromettre, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, et de ne mettre que ce dont on était sûr de pouvoir réaliser. Parce que vous leur devez bien ça, c'est des personnes qui vont venir investir et qui vont se souvenir de tout ce que vous avez dit et fait sur le Kickstarter. Vous pouvez aussi utiliser des emotes. Ça, c'est vraiment une question de navigation. Imaginez que les pages Kickstarter sont très longues. Il y a beaucoup de texte, il y a beaucoup d'images, forcément, de gifs, il y a des trailers, etc. Mais il y a quand même beaucoup de texte qui vient supporter vos différents propos. Si les textes sont illisibles, la navigation devient très pénible. Personne n'a envie de lire de texte. Vraiment, aujourd'hui, c'est très, très compliqué de trouver des gens qui se disent « Oh, chouette, 500 pages de lecture, je vais adorer ». Surtout sur des choses comme Kickstarter qui va demander un investissement aussi financier. Du coup, rendez-leur la vie facile. Créez un menu, des hyperliens qui vous amènent aux différentes sections. Utilisez du gras, utilisez de la couleur, utilisez des emojis, tout ce que vous voulez pour rendre votre page un peu plus vivante et faire en sorte que les gens puissent naviguer facilement dans votre page. Les rewards. Les rewards, ça pourrait être un talk à part entière. C'est très long. Qu'est-ce que c'est les rewards? C'est ce que vous allez donner en contrepartie financière à votre audience. Je peux vous dire ce que nous, on a fait. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, ce qui a fonctionné pour nous, on a focus uniquement sur les rewards digitales. Alors, ce n'est pas totalement vrai parce qu'on a quand même 1 ou 2 rewards qui est physique. C'est une carte postale écrite avec quelques stickers. Mais on a fait attention à ce que notre 80% de ce qu'on offre soit vraiment digital pour des simples raisons de coûts de budgétisation, mais aussi des coûts d'envoi, mais aussi de la logistique qu'on n'était pas prêt à avoir. On est 12, c'est pas mal, hein, c'est quand même une équipe importante, mais en fait, on a été surtout 2 à vraiment manager cette partie du Kickstarter, et ça prend tellement de temps et d'énergie que faire la logistique d'envoyer à n'importe où dans le monde des rewards, des colis, avec tous les surcoûts qui sont attachés aux livraisons, c'est vraiment un enfer. Donc si vous voulez faire ça, préparez-vous bien, estimez bien, parce que c'est vraiment pas évident. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était 2 choses. Faire les rewards digitales les plus classiques. Là, pareil, hein, à analyser les différents jeux, vous verrez, 80% du temps, c'est les mêmes qui reviennent. Il y a le jeu, il y a le artbook, il y a le livre musical, etc., etc. Nous, comme on a un jeu de cuisine, on a mis un cookbook pour nous faire plaisir de faire la cuisine ensemble. On n'a pas réinventé la roue, pardon. Par contre, on a essayé de trouver des moments de créativité sur les rewards qui sont pour nos fans les plus engagés. Ce qu'on voulait faire, c'est... on adore notre monde. Alors, ça va s'en tenir un peu bizarre, mais moi, j'adorais vivre dans le monde du pain de la sorcière. Et ce qui était très important pour nous, c'était de créer suffisamment de couleurs et d'espoir pour que les gens aient envie de participer à cet effort. Du coup, on a dans nos rewards, là, comme ce que vous pouvez voir en voix, be walking NPC, donc être un des parisiennes que l'une peut croiser durant sa route. Et on a mis plusieurs rewards qui étaient sur le fait de co-construire cet univers avec notre audience. Bien entendu, poser toutes les limitations qu'il se doit. Lorsque vous faites ce genre de choses, vous devez être capable de dire on s'accorde le droit de refuser. Pour moi, c'est un no-go pour que quelqu'un se dise « Très bien, moi j'ai envie d'avoir Trump dans le jeu. » Non. Et du coup, j'ai le droit de refuser qu'on ait des personnages qui ne correspondent pas à notre éthique et à nos valeurs. C'est des choses que vous devez informer, parce que les gens vont quand même mettre de l'argent, donc ils doivent savoir, elles doivent savoir que vous vous autorisez les droits de...
Pareil pour tout ce qui est droit de propriété intellectuelle. Si vous faites dans le jeu, on a une partie musée où des personnes vont pouvoir exposer des œuvres qu'ils ou elles ont faites. Il y a énormément de logistique à prendre en compte, de s'assurer que ces personnes, les œuvres leur appartiennent bien, s'assurer qu'elles soient OK pour céder ces œuvres à votre jeu. Donc c'est quand même c'est un peu plus spécifique et compliqué qu'il pourrait n'en paraître. Et préparez-vous à avoir ces conversations en amont. L'early bird, c'est super dans le principe. Le principe, c'est, vous savez, durant les 48 premières heures ou 24 premières heures, il y a des prix qui sont réduits. En vérité, à l'époque où on a fait le Kickstarter, c'était pas si facile. Comment c'était fait En fait, il faut dupliquer un des rewards que tu as et lui donner un prix différent. Donc en fait, tu te retrouves avec une page avec 50 rewards, alors que normalement, la best practice, c'est 10 rewards. Parce que si tu laisses le choix à une personne, c'est pareil quand vous allez au restaurant, quand tu as un restaurant où il y a 500 choses dans le menu, la confiance règne un petit peu moins, c'est un peu plus difficile de prendre un choix, c'est un peu plus difficile d'y voir clair. Donc les early birds sur le papier, c'est génial. La façon dont ça a été implémenté avec Kickstarter, c'est très compliqué. Donc c'est très bien pour accélérer le momentum qu'on a initialement et pour faire de l'engagement et pour pouvoir aussi permettre à des gens d'acquérir des objets qui sont un peu plus hauts en termes de valeur financière. Mais c'est un enfer logistiquement à régler. À titre indicatif, nous, mais je pense comme beaucoup de jeux, ce qu'on a le plus vendu, c'est notre jeu. C'est juste le reward qui te dit, tiens, grâce à 20 €, tu auras le jeu. Et on a parlé de différentes petites compensations, mais en gros, c'est vraiment le jeu. Le deuxième, c'était le cookbook et le musical OST. Donc ça, on était très contents et contentes parce que ça nous permet de faire découvrir l'univers à travers d'autres médiums. Et le troisième, c'est un des early birds qui permet d'avoir non seulement le jeu, mais aussi un artbook et d'autres avantages. Quand je dis que c'est ce qui a le mieux fonctionné, c'est en termes financiers. Là, on voit, on a quasiment 4000 backers. C'est 50% de notre audience qui a choisi le jeu à 20 €. C'est celui qui, de fait, a fait le plus de revenus global sur la totalité. Comment gérer les prix des rewards? C'est très important. Généralement, on dit qu'on a entre 4 et 5 tiers qui se trouvent entre 5 et 100 €. Là, vous voyez, il y en a 6, mais parce qu'il y a il y a 2 early birds. Donc là, en gros, on en a 4 et on a un dernier tiers qui était à 100 €, justement. Donc ça faisait 5 tiers à 100 €. C'est pour offrir suffisamment d'options aux personnes pour qu'elles puissent s'investir d'une façon ou d'une autre financièrement dans votre projet. Et quelques-uns qui sont au-dessus de 100 €. Et là, pareil, faites de l'analyse, mais dites-vous qu'il y a des personnes qui ont de l'argent et qui... Leur plaisir, c'est de participer financièrement à ces aventures et qui pourraient aller bien plus haut que vous l'imaginez. On a eu 3 personnes qui ont mis 5 000 € dans le Kickstarter. Pour nous, c'était inconcevable. On s'est dit, pour première personne prendra ce tiers, c'est fou. Et en fait, si. Mais du coup, ces personnes-là, il faut les traiter en conséquence. Il faut aussi se dire que c'est des personnes qui nous offrent une opportunité exceptionnelle de raconter notre histoire et être très prévenant et être très à l'écoute de ce qu'ils, elles, en l'occurrence, je crois que c'est 3 filles, donc je suis très contente, ce qu'elles veulent faire, puisqu'elles vont pouvoir créer des personnages canon du jeu. La définition des prix, nous, ça a été un Excel. Là, c'est Loop, en l'occurrence, parce que c'était les prix, les réflexions finales. Mais sinon, c'était un Excel où on met bien en amont ce que les gens vont payer, mais ce que nous, ça nous coûte à produire. Ça, c'est pour tous les prods qui sont dans la salle. Ça coûte cher de faire un Kickstarter, on en parlera un peu après. Mais les rewards, c'est pas parce que quelqu'un paye 20 € que tu vas gagner 20 €. Il y a déjà Kickstarter qui prend une commission, il y a les outils de banque là pour les paiements en ligne qui prennent une commission. Ensuite, tu es taxé si jamais c'est des achats qui ont été faits en France. Puis toi, tu as tes coûts de réalisation. Pour faire un cookbook, ça nous coûte un certain prix. Etc., etc. Donc il faut bien réfléchir à ce que vous allez pouvoir amortir ce que vous êtes en train de créer grâce au prix que vous posez, tout en restant fair et attractif. Là, j'ai remis sur la partie physicale, mais j'en ai parlé juste avant. C'est un enfer. Si vous y arrivez à le faire, vraiment, c'est super. On regrette tous les jours de ne pas avoir une peluche de nos personnages principaux, notamment d'Orio, notre associé, mais aussi de nos différentes émotions. On a tristesse, peur et colère. On adorait avoir des peluches. Moi, j'adore les peluches. Ça coûte trop cher à faire et c'est un enfer à envoyer, donc on a dû couper. Ensuite, on a le stretch goal. Le stretch goal, c'est ce que vous allez offrir aux personnes qui atteignent un certain palier de financement.
Donc ça, c'est vraiment pour tout le monde. C'est quelque chose qui est débloqué, peu importe la compensation que tu fais. Donc si tu donnes 5 euros, tu donnes 5 000 euros, on s'en fout. Nous, on va te rajouter des cadeaux on top parce que vous avez réussi à atteindre un palier. Le premier palier, c'est toujours le palier de financement. C'est qu'est-ce que vous êtes capable du coup d'offrir pour terminer le jeu, pour que vous puissiez avoir, que les gens puissent avoir le jeu dans les mains. Et après, c'est tous les micro-détails que vous pouvez ajouter dans le jeu qui vont faire sens et qui vont plaire à la communauté. De manière très aléatoire, ce qu'on a pu remarquer, ce qui était important, chaque palier devrait être différencié entre 10, 15 000 plutôt que 30 000. Alors là, vous verrez qu'il y a certains paliers qu'on a mis qui sont à 30 000 d'écart. C'est des moments où on a remarqué un très grand ralentissement de financement, puisque c'est très dur de se projeter, de se dire, là, on vient de débloquer les 170 000 euros, donc il venait de débloquer une animation 2D traditionnelle qu'elle allait avoir dans le jeu, donc on était trop contents et contentes. Le prochain, c'est vraiment un gros morceau, c'est les 200 000 pour pouvoir atteindre le chapitre peur, puisqu'on avait découpé le jeu en plusieurs chapitres, histoire de s'assurer qu'on puisse faire au moins le strict minimum, une petite histoire qui nous plaise, et après de rajouter des émotions qu'on voulait aussi aborder. De 170 000 à 200 000, ça a ralenti très grandement la vélocité qu'on avait financière. Parce que c'est compliqué pour les gens de se projeter, de se dire il faut qu'on amène encore 30 000 pour arriver à quelque chose de plus. Donc je vous recommanderais de faire 10 et 15, de découper si vous pouvez les différents leviers que vous avez pour que ça soit atteignable et facile de se projeter. Budget à voir, tout ce que vous faites, c'est hyper important que vous le budgétisez. C'est primordial si vous voulez ne pas tomber dans le rouge et pas faire une campagne à 300 000 où les gens vous disent « Waouh, c'est incroyable, vous pouvez financer le jeu ». Bah oui, mais en fait, le coût de production de tout ce qu'on a promis, c'est 400 000 et du coup, en fait, vous êtes en déficit. Donc c'est pas très drôle, mais c'est hyper important de le faire et s'il vous plaît, passez pas à côté de cette étape parce que ça peut vraiment faire la différence entre un projet réussi et un projet qui, tout le monde pense qu'il est réussi et en vérité, c'est un échec total. Bien entendu, là, notre chapitre peur, il ne coûte pas 30 000 ans. Il coûte beaucoup plus. Nos chapitres, c'est à peu près entre 100 et 120 000 ans. C'est assez cher. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est, en l'occurrence, 3 recettes ne coûtent pas 10 000 euros. Donc, on essaie de gratter aux différents leviers précédents, un petit peu de dégager un petit peu de fonds pour pouvoir financer une grosse partie de nos différents chapitres. Et ne montrer qu'un palier à la fois. On pourrait penser que leur faire voir toute la roadmap, c'est incroyable, mais en fait, c'est assez compliqué et ça ne vous permet pas, vous, de changer les attentes de ce que les joueurs et joueuses ont. En cours de route, nous, notre plan, il a évolué, mais tellement de fois, vous n'avez pas idée. Et aussi, par exemple, en toute honnêteté, le chapitre colère, il était à 300 000. Et là, on n'est pas rentable. De le mettre à 270 000, c'était pas facile. Mais par contre, la communauté était tellement engagée. Elle était en train de vivre vraiment les derniers instants de la campagne avec tellement de passion que c'était trop dur pour nous de leur dire hey, vous avez presque réussi. Mais non. Du coup, on a changé et on a joué un peu avec les maths pour faire en sorte que ça vienne un peu plus tôt et que la fin de la campagne, ça soit vraiment un waouh. La communauté se dise on a trop gagné. Parce que c'est ce qu'on veut, qu'il ait l'impression qu'ils aient gagné et que nous, on puisse en ressortir avec des belles idées. Une fois que vous avez votre page Kickstarter, donc comme je vous ai dit, ça prend beaucoup de temps. Là, je suis venue juste sur quelques points qui me semblaient clés, mais il y a tous les textes à écrire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous pouvez partager les pages en brouillon à d'autres personnes pour pouvoir la faire relire. Faites relire à plein de gens. Moi, je suis dyslexique, alors je peux vous dire que les fautes, j'en ai mis partout. C'était un enfer. Une fois sur deux, on ne donnait pas une baguette, mais une pâquerette, et je peux vous dire que c'était l'enfer. Donc, faites-la relire, c'est très important, et ça vous évitera des erreurs qui peuvent vous coûter. Juste avant le lancement, c'est le moment d'organiser tout ce qu'on appelle PR ou RP, relations presse, tous les efforts qui vont vous permettre d'avoir des personnes qui viennent au moment du lancement soutenir votre lancement et parler de votre lancement. Réanimer tous les contacts que vous avez dans l'industrie, dans vos proches, faites en sorte que votre famille soit prête à partager. Ça peut être très organique, comme ça peut être quelque chose de plus organisé. On n'avait malheureusement pas l'argent pour faire du RP, donc je me suis occupée d'une grosse partie de cette partie, de cet effort. Je suis nulle là-dedans, je vous ai dit, moi j'aime pas démarcher. Donc c'était pas forcément, on n'a pas eu le meilleur relation presse qu'on aurait pu avoir, mais il y a des trucs et astuces qui permettent de faciliter les choses. Préparez vos visuels en avance aussi, ne vous reposez pas sur de l'impro, vraiment faites un plan de communication, faites un plan de lancement et puis préparez vos assets. Je vous avais dit juste avant, préparez 3-4
stretch goal, parce que si tout d'un coup tout démarre et que vous vous retrouvez financé en 24 heures et qu'il va falloir annoncer ce qui arrive et que là il y a un momentum, les gens ils veulent savoir ce qui va arriver après. Donc préparez-vous, faites un maximum de choses en amont, quid de changer et de changer en live, mais préparez vos templates pour éviter d'être overwhelmed par le lancement. Je regarde l'heure, 34, ok. Vous êtes prêts et prêtes, ça y est, vous avez ce qu'il faut en termes de Kickstarter, vous attendez le moment, vous vérifiez bien, encore une fois, que vous avez le nombre de followers suffisant pour pouvoir lancer votre campagne Kickstarter, que vous avez vos audiences et que vous avez vos ambassadeurs et ambassadrices qui sont prêts sur les communautés pour pouvoir vous aider, que vous avez réanimé tous vos contacts RP ou juste professionnels pour pouvoir vous aider à lancer ce Kickstarter. Et à partir de là, vous prenez une grande inspiration et le marathon commence. Le lancement, pour nous, il a duré que 1 mois finalement. On peut se dire 1 mois, ça va, c'est pas un marathon. Sauf que c'est 1 mois où tous les jours, on est à 100%, 200% sur le Kickstarter. On a fait l'ouverture en septembre. Tous les jours, on a fait des updates, on a essayé de parler de notre univers, de faire comprendre notre démarche artistique, jusqu'à la fermeture qui se trouvait en octobre. Comme je le disais, c'est le moment de saisir toutes les opportunités pour qu'on parle de vous, que ce soit des blogs, des podcasts, de venir faire des conférences, venir présenter votre projet dans des salons. Là, c'est le moment de vous donner pour qu'on puisse reconnaître qui est derrière le projet. Ça, c'est mon take très personnel. Mais pour moi, on ne finance pas juste un projet, on finance aussi une équipe, on finance une démarche artistique. C'était pour nous, avec Hugo et avec le reste de l'équipe d'ailleurs, on a beaucoup parlé, ça a été des longues conversations de où est-ce qu'on se situe et qu'est-ce qu'on dit pas. Dans nos valeurs d'entreprise, on a sincérité. Du coup, c'était très important pour nous de tout raconter. Donc, on a vraiment tout raconté. Les boulettes qu'on a fait, parce qu'on en a fait plein. On a fait fuiter la démo bien avant sur Twitter pour tout le monde, alors qu'on n'était pas du tout dans cette démarche-là, parce que la démo était un prototype totalement cassé. On a fait plein de problèmes, mais ça, dans ces cas-là, on préfère dire « oups, on a merdé », mais on apprend et on devient plus fort après. Parce que je pense que créer une connexion émotionnelle avec votre audience, c'est ce qu'il y a de plus beau. Moi, c'est la raison pour laquelle je fais des jeux vidéo, c'est pour voir comment est-ce qu'on peut interagir les uns des autres et comment on peut se rendre meilleur. Du coup, c'était quand même assez intéressant de créer cette proximité très tôt. Pour le RP, si je peux vous donner 2-3 conseils, prenez ça en compte du fait que je suis vraiment pas très forte sur ça, mais ce que j'ai essayé de faire pour faciliter, j'ai quand même réussi à avoir une dizaine d'articles, dont Nintendo et celui-ci, mince, j'ai oublié, parce que je ne sais plus, mais c'est des magazines qui sont quand même une belle portée, une belle audience. J'ai fait un mail qui mettait quelques KPIs, les KPIs, les Key Performance Indicators, donc les chiffres pour lesquels, à mon avis, c'était intéressant pour eux, pour elles qui parlent de nous. Donc je leur ai dit financer, 70 000 € financés en 48 heures, une audience de 40 000 personnes qui suit le projet, déjà 10 000 wishlists. Donc ça, c'était des chiffres qui me permettaient de dire, attendez, mais pas en spam, juste regarde, il y a quand même quelque chose qui se passe en termes de communauté, et de leur raconter vraiment en 2 lignes c'est quoi le projet. C'est pas des mails qui sont comme ça, parce que ces personnes ont tellement, mais vraiment tellement de demandes, que j'ai essayé de faire un mail très très court avec un lien qui menait sur notre dossier RP, dans lequel j'ai mis tous les screenshots et les logos. En fait, j'ai essayé de faire en sorte de dire ok, c'est une opportunité pour toi, c'est pas un travail. Tu vas pas aller essayer de trouver sur Internet les différents trucs, pas avoir les bons formats, pas avoir la bonne résolution. Je te prémâche le travail, je te dis pourquoi est-ce que je pense que c'est intéressant que tu en parles, tu te fais ton idée et si tu veux, au moins tu as tout à disposition. Quand vous faites votre dossier RP, pareil, il y a des super modèles sur Internet où vous faites comme moi. Moi, je suis allée voir sur les jeux que j'aimais beaucoup, genre Spiritfarer ou d'autres. Je suis allée directement sur leur site Internet, aller voir leur relation presse. J'ai téléchargé le dossier, j'ai regardé ce qu'il y avait par rapport à ma compréhension du jeu et j'ai vu ce qu'il y avait de plus ou moins important. Nous, il y avait une dizaine de screenshots, pas plus parce que sinon c'est difficile de faire un choix, pas moins parce qu'on a quand même des parties du jeu qui sont très différentes, plus un fichier texte qui expliquait vraiment les grosses lignes en amont et après vraiment un très grand texte qui expliquait beaucoup plus en détail si les personnes avaient envie de se focaliser dedans, avec une descriptive du studio, une descriptive de pourquoi on fait ça, quelle est notre volonté, etc. La cross-promotion, est-ce que c'est intéressant ? Nous, on est assez mitigés. Alors oui, c'est hyper intéressant, forcément, d'un point de vue éthique et de ce qu'on a envie de faire, parce que tu rencontres des super créatrices comme toi, tu te mets en connexion avec l'industrie, parce que tu découvres des nouveaux jeux que tu vas pouvoir partager. Maintenant, est-ce que ça a fonctionné pour nous à proprement dit ? C'est difficile parce que, en tout cas sur Kickstarter, il y a tu peux rentrer des clés qui te permettent de
traquer les sources d'acquisition des gens. Donc en fait, quand quelqu'un vient payer, on peut savoir si cette personne vient de Google, si cette personne vient de nos liens Twitter, si cette personne vient d'un lien externe qui appartient à notamment ici à Outbound. Et c'était difficile de voir un impact profondément positif. Il y en a forcément, il y a un petit impact positif, mais le temps que ça prend à mettre en place peut par moment causer un espèce d'effet de friction où c'est difficile de voir si vraiment c'était impactant ou non. On a aussi eu, notamment sur Twitter, mais on ne va pas se mentir, Twitter c'est quand même... voilà. Les algos sont complètement pétés depuis quelques temps. Il y a des personnes qui ont fait des choses qui sont très graves sur cette plateforme, qui fait que c'est plus du tout une plateforme de liberté de parole. Et forcément, dès qu'on se met à sortir un peu de ce qu'on raconte ou un peu de ce qu'on a des discours qui sont plus engagés, et bien en fait, ça se pète la gueule. Pardon, ça crache. Et si c'est pas bien fait, ça peut aussi diluer ton message. Et là, c'est toujours faut voir vous ce qui est important, soutenir les amis. Moi, je pense que c'est primordial. Il faut voir si ça n'a pas un impact néanmoins négatif sur sa propre campagne. Donc, il faut voir comment est-ce qu'on peut travailler en synergie. Je trouve qu'on a trouvé un truc qui était assez sympa ici. Quand on faisait de la campagne publicitaire pour d'autres studios, on essayait toujours de le remettre dans le contexte de nos personnages, puisque c'est nos personnages Estelle et Lune qui amènent beaucoup d'attraction et d'amour de la communauté, et essayer de les mettre en scène pour mettre les personnages ou les choses les plus iconiques des jeux qu'on supporte, mais avec le ton qu'on a décidé d'avoir dans notre narration. Vous avez lancé le projet, c'est temps d'updater votre communauté tous les jours, enfin en tout cas le plus possible. Je le dirai jamais assez, votre communauté, c'est les personnes qui vont venir vous aider à faire votre rêve, donc vous leur devez beaucoup. Vous ne devez pas non plus vous mettre corps et âme et vous brûler, mais par contre, je trouve essentiel de les garder en proximité et de partager, de leur répondre de manière très active. Nous, ce qu'on avait fait, c'est vraiment à chaque fois qu'on avait un commentaire, tac, 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 je répondais de ce côté-ci. Moi, je m'occupais du Kickstarter, Hugo et Alix, qui étaient des personnes qui ont fait grossir et à qui on doit notre communauté, s'occuper des réseaux sociaux et répondre à tous les commentaires, faire des updates régulières. Dès qu'on a atteint un palier, de dire « Waouh, incroyable, on a atteint un palier, merci beaucoup ». On vous explique précisément ce que vous avez gagné et ce que nous aussi on a gagné, et ça permettait d'être sincère avec ce qui se passe et de donner de la visibilité. À côté, j'avais fait un Excel avec toutes les questions qu'on me posait, parce qu'en fait, on pose toujours les mêmes questions. Là où j'ai bien j'ai pas fait un excellent travail. J'aurais pu faire une FAQ qui était beaucoup plus complète. Ça aurait été plus intéressant pour que les personnes retrouvent les questions et les réponses qu'ils et elles veulent. Garder cette proximité, c'est garder un engouement autour de ce que vous êtes en train de raconter. Et encore une fois, vous avez des templates qui sont prêtes, donc utilisez-les pour pouvoir apporter aussi une update visuelle de ce que vous partagez. On y est presque. La clôture, il y a quelques chiffres clés qui, je pense, peuvent être importants. Là, vous avez notre petit diagramme. Alors, il est très écrasé. Je suis désolée, j'ai pas trouvé Kickstarter m'a refusé les droits à des plus beaux tableaux, mais je pense que ça donne à peu près l'idée. Il y a 20% de financements, normalement, qui sont durant les 48 premières heures. Il y a 20% de vos financements qui sont dans aux derniers instants. Donc, imaginez qu'il y a quasiment 50% de votre argent que vous allez faire au début et à la fin. Et au milieu, c'est un long fleuve tranquille. Et il faut juste essayer de maintenir les gens en vie et de maintenir de l'intérêt. C'est là où la communication est très, très importante. N'oubliez pas que vos followers, ils vont avoir la notification 48 heures avant. 48 heures pour dire attention, ça ferme bientôt. 8 heures avant pour dire c'est la dernière ligne droite. Et ces personnes-là vont revenir en masse pour pouvoir financer le projet. Si vous avez déjà financé des projets sur Kickstarter, comme moi, vous vous dites oui, j'ai le temps, oui, j'ai le temps, oui, j'ai le temps. Et là, il y a le mail qui vous dit tu n'as plus le temps. Et c'est là où je dis oh putain, sur la carte bleue, je me dis il faut que j'y aille. Donc tout ça pour dire que les early backers, les gens qui vont venir financer votre projet au début, ça vous permet véritablement d'estimer ce que vous allez faire et de revoir vos plans en fonction. C'est très important de réussir à financer durant les 48... Alors le mieux c'est les 24 heures, nous on n'a pas réussi, mais on a aussi les 48 heures parce que 24 heures et 48 heures, ce sont des moments clés pour Kickstarter pour dire ok, ce projet est intéressant, je vais le mettre toujours dans les top projets qui vont sortir durant tout le mois de la campagne. Donc c'est vraiment un but que vous voulez atteindre et qui devrait vous faire vivre et vous faire palpiter jusqu'à la dernière minute. Nous, on a clôturé les 48 heures financement 2 minutes avant les 48 heures.
Donc, je peux vous dire qu'on était comme ça. On était tous devant, enfin, refresh. Et ça a été très, très intense émotionnellement et c'est très, très fatigant. Lorsque vous allez clôturer, donc les 8 dernières heures, mais même les 48 dernières heures, c'est le temps de tout redoubler d'efforts sur tout, sur la communication, sur les engagements, écrire à toutes les personnes que vous connaissez, écrire à vos amis, vos familles. Tout le monde peut avoir à son échelle un impact. Ça y est, vous avez terminé Kickstarter. C'est cool, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a encore un long moment qui va se passer, puisqu'à partir du moment où des gens ont financé, pour moi, ils vous ont juste donné de l'argent, ils vous ont donné leur confiance, parce que vous n'avez pas encore fait le jeu. Donc vous promettez que vous allez faire le jeu, et on connaît suffisamment de studios qui ont promis et qui ne l'ont pas fait, pour se dire que vous avez quand même sur vos épaules le poids de leur confiance. Donc c'est important de les tenir au courant. Clôturer la campagne, c'est quoi ? C'est plein de problèmes. D'abord, les problèmes financiers, puisqu'il y a beaucoup d'erreurs de paiement qui se font, notamment via l'application, mais aussi via les différentes banques. Imaginez que n'importe qui dans le monde ait une banque en Thaïlande, une banque aux États-Unis, une banque au Canada, en France. Ça ne fonctionne pas de la même façon et ça n'a pas les mêmes pare-feux. Ce qui fait que certaines banques refusent les paiements alors que... voilà. Donc c'est le moment d'adresser tous les commentaires qui disent « ma carte bleue ne marche pas », que dire « j'ai très envie de financer, mais s'il vous plaît, laissez-moi le temps parce que j'ai un problème », j'utilise l'application, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ». Et c'est le moment d'être très, très réactif et réactive. Nous, tips comme ça, l'application n'a pas marché pour énormément de personnes. Donc on avait dans notre FAQ, ça ne marche pas sur l'application, allez sur le site internet, ça marchera 2 fois mieux. Et c'est vrai, ça a marché 2 fois mieux. Une fois que l'argent du coup c'est clôturé, vous avez donc Kickstarter qui vient prendre sa com, vous avez Stripe qui est leur application bancaire qui vient prendre sa com, et puis comme je le disais, après il y a plein de gens qui vont venir prendre sa com. Il va falloir attendre un petit peu avant d'avoir vraiment les sous-sous sur le compte en banque. Généralement 15 jours. Donc si c'est pour vous la dernière ligne droite, sinon votre studio meurt, partez vraiment du principe que ça va mettre un petit peu de temps à arriver et qu'il ne faut pas qu'à la clôture de votre Kickstarter, vous n'avez plus de trésorerie et là, vous devez faire des choix difficiles. Il faut faire en sorte que vous ayez un peu plus de longévité. Vous pouvez activer les late pledge. Les late pledge, c'est quoi ? C'est dire aux gens, ok, c'est terminé, mais vous pouvez quand même continuer à financer. Ce que nous, on a fait pour laisser l'opportunité à des personnes de venir. Ça prend pareil un temps infini et c'est très douloureux. Je ne peux pas trop en parler parce qu'on vient juste de finaliser BackerKit, qui est notre outil de soutien pour les late pledge. Et je peux vous dire que ça a été un enfer, ça nous a mis 3 mois à setup. Je peux vous dire aussi que là, depuis 1 mois qu'on a réussi, on a fait 10 000 €, donc c'est énorme, ça nous permet d'apporter un certain équilibre financier. Mais je pourrais en reparler si vous voulez lancer un Kickstarter et dans les mois prochains, n'hésitez pas à m'écrire et puis je vous dirai un retour honnête sur est-ce que ça valait le coup ou pas. Je vais passer assez rapidement, mais oui, bien entendu, le Kickstarter est terminé. C'est pas pour autant que vous devez couper les liens avec votre communauté. Encore une fois, c'est important. À chaque milestone que vous avez atteint, par exemple, nous, on avait la démo là, sur laquelle on travaille. Dès que la démo est terminée, ça fera partie d'une news Kickstarter, mais ça fera partie aussi d'une news de notre écosystème social. Essayez de donner de la visibilité, de ne pas rester 2 mois sans donner de nouvelles, parce que c'est quand même, encore une fois, des personnes qui vous ont donné leur confiance et leur argent. Et montrer de l'appréciation, dites merci. Ça paraît bête, mais je pense que c'est important de dire merci aux gens qui vous ont aidé. Ok, les résultats. Est-ce que ça valait le coup, du coup, de faire tout ça ? Parce que là, j'ai essayé de dépiler et je suis désolée, je vais essayer de laisser du temps pour les questions. Est-ce que ça valait le coup ? Oui, nous, ça a été un gros travail, mais en gros, pré-Kickstarter, on avait 34 000 followers sur les réseaux sociaux, 10 000 wishlists. Après Kickstarter, on est passé à 60 000 followers sur l'ensemble des réseaux sociaux, 30 000 wishlists. Les wishlists, c'est ce qui va vendre le jeu, donc c'est encore peut-être plus important que le Kickstarter, donc c'est quand même bien d'avoir cette augmentation. On n'a pas fait l'opportunité, on aurait pu prendre l'opportunité de la newsletter, mais on n'avait pas le temps et pas l'énergie. La profitabilité du projet, on a collecté 300 000 €, 14 000 en late pledge, sans compter le BackerKit dont je vous ai parlé là. On a dépensé 15 000 €. C'est la publicité qu'on a faite avec une des parties externes, Crowdfunding Agency. À la base, on avait un budget bien plus réduit, mais quand on s'est vu que quand on dépensait 1 €, on en gagnait 5, on s'est dit, OK, let's go, on dépense un peu plus. Et c'est sans compter l'argent, du coup, de nos salaires, parce que Hugo et moi, on ne se paye pas. Et c'était lui et moi qui ont fait beaucoup de cette campagne. Du coup, il faudrait remplir nos salaires dedans, normalement, pour voir vraiment l'investissement. Mais en gros, sur tout ce qu'on a fait sur les 315,
ça, 1000, on a à peu près 270 000 euros de bénéfices, ce qui est quand même énorme et ce qui nous a permis du coup de regagner la trésorerie pour pouvoir soutenir financièrement notre studio. Je vous ai mis plein de data, de toute manière, j'enverrai la présentation, comme ça vous l'aurez et vous pourrez regarder ça en détail. Je pense que là où on a été très très bon, c'était sur notre conversion rate. On a eu 30% de conversion rate, là-bas c'est plutôt 20%. Moi je l'attribue au fait qu'on a une audience qui était très présente et très là avec nous. On a eu un panier moyen de 42 €, ce qui est aussi assez important, ce qui nous a permis de faire les chiffres qu'on a fait. Ça, c'était rigolo parce qu'on voit bien du coup vraiment le début où ça va très vite, la fin où ça va très vite et c'est mort au milieu. Les petits pics que vous voyez, c'est quand quelqu'un décide tout d'un coup de dépenser 2 000 € dans le projet et on passe du coup de 20 € par jour à hop, 2 000, mais c'est quand même relativement rare et généralement c'est limité. Est-ce que ça a valu le coup? Encore une fois, oui. Pourquoi? Parce que on n'allait pas très bien psychologiquement avant le lancement du Kickstarter. C'est un autre point dont je parle pas beaucoup, mais c'est dur d'être indé. C'est très dur quand tu passes autant de temps sur un projet et que t'es pas sûr que le projet va plaire, que les partenaires financiers te disent ouais, on va pas pouvoir faire un x8 là-dessus, donc on va pas vous donner de l'argent, et ou que te disent tout simplement mais personne va vouloir jouer à un jeu comme ça. On commence à le croire, on peut être une force de résilience très très grande, d'avoir tout d'un coup une communauté qui se met en mouvement et qui te dit nous on aime ce que vous faites, ça fait un bien fou moral. Donc en dehors de l'attrait financier, qui était encore une fois très importante parce que sinon on ne pouvait pas garder nos équipes, y a cette résolution et se dire ah ouais ok en fait notre projet il peut plaire et il va pouvoir avoir un impact avec les gens qui comptent finalement pour nous. Donc merci déjà s'il y a des personnes dans la salle qui ont soutenu le projet et merci bien entendu à toute la communauté qui nous a aidés à en arriver là. Si je devais résumer en 5 points, je crois que c'est 5, très rapidement, les key learnings qui me semblent importants. Notre identité créative, notre identité visuelle a été facteur de réussite. C'est très important, il y a énormément de Kickstarter qui sont lancés, d'avoir une IP bien caractérisée avec des personnages, un ton, une narration, une histoire, mais aussi des visuels, ça permet d'attacher ou d'attirer en tout cas une audience. C'est d'autant plus important quand sur crowdfunding, encore une fois en page de prélancement, c'est une vitrine. Les gens peuvent juste dire « Ok, j'aime cette banner, celle-ci je l'aime pas ». Ça va être votre première entrée dans votre univers. Donc travaillez bien votre univers visuel, mais aussi votre univers narratif. La communauté, ça a tout fait pour nous. C'est grâce à cette communauté qu'on en est là aujourd'hui et on ne le remerciera jamais assez. Bien entendu, si vous vous posez cette question, est-ce que du coup vous avez eu de la chance? Oui, on a eu de la chance. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, c'est de réduire le facteur de chance à quelque chose de contrôlable. On a tout fait en place pour que cette communauté, elle se sente écoutée, elle se sente présente à nos côtés et qu'elle nous fasse confiance pour pouvoir financer le projet. Et c'est cette audience qui nous a permis de garder un momentum et du coup d'avoir énormément de followers au départ et d'avoir une campagne réussite. Bon, ça paraît... là, vraiment, je ne me suis pas foulée là-dessus. Je suis désolée. Faites une bonne campagne. Non, mais allez voir ce que les gens font. Analyser, étudier. C'est hyper, hyper important de faire vos recherches. Partez pas du principe que même si un jour, je serais très honorée, vous dites ouais, moi je voudrais regarder The Witchbackery. Ne regardez pas que nous, regardez toutes les autres campagnes. Regardez celles qui ont moins fonctionné et essayez d'identifier pourquoi, et celles qui ont fonctionné. Et vous verrez qu'il y a des connivences. Il y a des moments où vous dites bah ouais, ok, j'ai compris. Celles qui marchent, c'est pour telle et telle et telle raison. Et bien entendu, si vous lancez une campagne, n'hésitez pas à m'écrire, ce sera avec grand plaisir pour pouvoir en parler. Aller chercher de l'aide là où il y en a. Encore une fois, nous, on n'aurait jamais réussi sans EcoPartner et Crowdfunding Agency. Moi, la publicité, ça me barbe. Je ne suis pas excellente là-dedans. Il faut faire... il y a plein de choses en dehors de la création des assets. C'est la bourse. Au quotidien, il faut savoir combien tu investis, combien tu prends, etc. etc. Crowdfunding Agency, ils ont fait un travail de fou. Caroline nous a accompagnés de manière spectaculaire et nous a permis aujourd'hui d'avoir plus d'audience et plus de followers et d'avoir une campagne comme Allez. N'hésitez pas à demander aussi au reste des personnes qui ont fait des Kickstarter. N'hésitez pas sur LinkedIn, faire un petit message, bonjour, en étant respectueux, courtoise, c'est important, mais de dire si vous avez le temps, j'aimerais vous poser telle et telle question sur le Kickstarter. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas et si j'ai pas le temps, vous inquiétez pas, je vous le dirai. Je dirai, là, je peux pas, une autre fois. Et petit bonus, mais ça, je pense que c'est... on a surfé sur une tendance actuelle qui marche très bien sur les campagnes crowdfunding, qui est le cozy gaming et le wholesome. Les gens ont besoin d'avoir un peu plus de couleur, un peu plus d'espoir. Ils ont besoin d'avoir quelque chose qui différencie un peu avec ce que le marché du AAA offre.
Et ça nous a permis d'attirer une audience qui était dans cette volonté de financer ce genre de projet. Bien entendu, le problème de surfer sur une vague, c'est que si malheureusement la vague est surfée par des millions de surfeurs et surfeuses, ma métaphore s'arrête là sur le surf, mais vous vous retrouvez très vite dans un océan rouge où en fait c'est compliqué de se faire voir. Donc trouvez toujours une façon de créer du lien, une façon de créer de l'unicité, malgré le fait que vous utilisez une tendance qui fonctionne. Voilà, hop, question ? Désolée, c'était long. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour une petite question au moins? Ouais, on me dit oui, très bien. Bon, s'il y a une personne qui a une question, super. Ouais. Bonjour, merci pour la conf. C'était très intéressant. Je me demandais, au niveau de la production, du coup, durant cette phase de Kickstarter, est-ce que la production du jeu est mise en pause et notamment au niveau de l'équipe graphique, par exemple, vu qu'il y a énormément de visuels à produire, est-ce qu'elle continue de travailler sur le jeu pendant ce Kickstarter ou est-ce que vraiment elle est absolument à fond sur la production d'assets pour la campagne? C'est une excellente question. Est-ce que tu es de l'équipe producteur? Gestion de projet. Ouais, non, c'est dramatique. On a un retard très très important sur la prod dû à ce Kickstarter. Je dirais pas que c'est quelque chose qu'on n'a pas contrôlé. On a fait des plans de mitigation pour voir quel allait être l'impact de ce Kickstarter. Mais forcément, comme toute votre équipe va être dedans, même si on était 2 ou 3 à gérer l'ensemble du Kickstarter, il y avait les équipes qui créaient les assets. Donc oui, ça a un impact forcément sur ta production, un impact que tu dois calculer. Et d'ailleurs, tout ce que tu promets à ton audience, de faire partie de l'aventure, d'être un personnage directement dans le jeu, c'est des choses que tu dois scoper et budgétiser et du coup implémenter dans tes plannings de prod parce que ça allonge le plan de prod. Ce qu'on a fait, je pense, qui a pas mal marché, enfin je pense, on a essayé de ne pas développer à perte. On a très peu, là il y a pas mal d'assets que vous avez vus qui n'étaient pas du tout implémentés dans le jeu à l'époque où on a fait le Kickstarter. Mais par contre, ce qu'on a essayé de faire, c'était des mock-ups qui étaient suffisamment proches de ce qu'on voulait avoir in-game pour que ça serve de direction et ça serve d'étalon à la prod. Donc on a fait très très peu finalement d'assets à perte. On a essayé de se focaliser sur ce qui était pour nous le plus important sur le jeu.